Donc, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast sur le comparatif entre Airtable et NoCodeDB. Donc, dans un premier temps, Richard va nous présenter les deux outils assez rapidement. Ensuite, je vais exposer moi les arguments d'une personne qui n'a pas pu être présente ce soir. Et ensuite, Julien nous fera ses propres avis et se présentera par la suite. Donc, du coup, Richard, présente-nous les deux outils, Airtable et NoCodeDB. Ok, je vais le faire aussi, même si c'est un podcast, c'est pas vraiment un podcast parce que je présente toujours des choses sur Google Chrome. Donc, attends, je n'arrive pas à présenter l'écran. Donc, commençons avec Airtable parce que mon expérience vite fait avec Airtable, c'est un des cas qui est pourquoi Airtable s'explose dans le monde. C'est que on avait un projet il n'y a pas longtemps, en fait, je commence à utiliser Airtable depuis quelques mois seulement, où on avait un projet où c'était une équipe qui n'était pas très techno, mais qui connaissait des liens sur Internet que nous, on voulait faire, une agrégation de tous ces liens-là, donc créer une bibliothèque des meilleurs liens pour un certain client qui peut parcourir. Et voilà. Donc, c'était à dire, on a besoin des liens, des descriptifs, des choses standards, mais après, on a besoin aussi de classifier les liens. Donc, on a besoin de mettre des tags. Et donc, j'ai pensé à Google Sheets d'abord, parce que je suis assez doué avec Google Sheets. Puis, on a dit, non, mais on a besoin de mettre le niveau, donc le niveau de l'onglet, en fait, de la personne, le grammaire qu'il veut étudier, la compétence qu'il veut travailler, etc. Mais plein de choses, en fait. Donc, beaucoup de colonnes. Donc, on s'est dit, je ne sais pas comment on va faire ça, comment on va organiser ça avec Google Sheets. Et même comment je vais donner ça à des personnes qui ne connaissent pas très bien même Excel. Et donc, Airtable s'est présenté comme, voilà, tu peux faire des multi-drop-down qui sont hyper sympas, hyper faciles à mettre en place. Tu peux lier les tables aux autres tables. Donc, quand on avait des autres tables, c'était facile à créer des colonnes qui nous dit dans quelle activité se trouve ce lien. Et à ceux qui disaient, à la personne qui disait, en fait, cette table-là, je n'arrive pas à l'utiliser, c'est trop grand, ça me perturbe. Je disais, mais bon, on va juste créer un formulaire. Donc, voilà, le formulaire, c'est les mêmes champs, les mêmes colonnes, mais organisées comme un formulaire. Donc là, il dit, là, je connais bien, là, ça me parle, donc il n'y a pas de souci. Donc, il s'est mis sur ce formulaire, il a créé 1000 liens à partir de ce formulaire. Donc, juste pour savoir pour imaginer que c'est pas c'est bien comme outil, ça. En fait, donc, j'ai partagé cette vue avec lui et moi, j'ai récupéré cette vue-là parce que c'est un outil qui s'intégrait aussi avec Integromat. Donc, je pourrais intégrer avec mon appli Bubble à travers Integromat. J'aurais pu aussi juste demander directement à Airtable depuis Bubble avec l'API connecteur, mais c'était beaucoup plus facile avec Integromat. Et voilà, donc en fait, ça a fait le projet pour nous. Donc Airtable, c'était l'outil qui faisait le projet, en fait. On n'avait pas de choix. Donc, je ne sais pas si, j'imagine que Julien, ça va te parler, c'est genre d'études de cas, mais c'est vraiment juste un étude de cas. J'imagine des milliers de différentes choses parce que dans la bibliothèque des maquettes de Airtable, qui est extraordinaire, avec des différentes maquettes qui sont hyper utiles, j'imagine qu'il y a des centaines de choses, de différentes études de cas qu'on peut utiliser, alors des cas d'usage, je veux dire, où on peut utiliser Airtable. Mais j'avais trouvé à la fin que c'était difficile à gérer. J'avais des personnes qui voulaient intervenir séparément sur les tables et qui voulaient garder les choses séparément, donc ils ne voulaient pas utiliser le même compte. Et donc, on était obligé à créer des comptes utilisateurs qui coûtaient à la fin assez cher pour ce petit projet-là. Donc, j'avais découvert NoCodeDB après ça, qui dit qu'il est le Airtable. C'est carrément écrit en gras, quoi, le Airtable Alternative en open source. Donc, c'est assez facile à mettre en place sur Heroku. Mais pour ceux qui connaissent Heroku, c'est clair que ça, c'est open source. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est mis en place dans un serveur. Il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de support client. C'est nous qui gérons. Et donc, s'il y a quelque chose qui plante, il faut rentrer dans le command line du serveur pour taper des commandes Linux pour commencer à résoudre des choses dans le NoCodeDB, qui est voilà, cette alternative à Airtable. Mais si on arrive à le mettre en place et qu'on arrive à gérer sans rentrer dans le code, ça peut être quelque chose d'assez sympa et assez facile à utiliser. Donc, ça ressemble un peu à NoCodeDB, à Airtable, Testable, mais avec des lacunes. Donc, il y a des choses qui n'existent pas. Là, il a échoué. Donc, ça m'arrive souvent qu'il y a quelque chose qui plante avec le serveur et puis ça commence à ne plus marcher.
voilà, donc là, il a créé avec succès. L'autre, il a échoué. Donc, c'est pas si sûr, mais voilà, il a à peu près les mêmes. Ah non, même ça, ouais, c'est autre chose qui commençait à planter. C'était qu'il s'est déconnecté de la base de données. Je ne sais pas le reconnecter parce que moi, je ne connais pas des commandes Linux pour piocher dedans. Il n'y a pas de guide, il n'y a pas la communauté est très petite. Donc, bon, c'est quelque chose que j'explore et que je creuse, mais je suis vraiment au début et je vois que c'est une alternative qui va prendre beaucoup de temps, peut-être jamais arriver au même niveau que Airtable, mais bon, c'est une genre de table de base de données, de visualisation de base de données qui existe aujourd'hui, qui commence à être assez bien utilisé en particulier ceux qui utilisent par exemple Webflow ou d'autres outils qui ont besoin de se connecter, AppGyver, qui ont besoin de se connecter à une base de données externe. Et donc, Airtable, c'est vraiment l'outil de choix pour beaucoup et même c'est natif à Webflow qu'on peut connecter automatiquement à un Airtable. Donc, ce genre de base de données visuelle, ça commence à être vraiment quelque chose de bien connu dans le monde no-code. Donc, à regarder les solutions comme NoCodeDB, comme Airtable, comme Coda aussi. Je n'avais pas parlé avant et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Coda, c'est aussi quelque chose qui mélange un peu Notion avec les idées Airtable, mais avec un API aussi, bla, 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 bla. Donc, je ne vais pas brûler les têtes des auditeurs, mais voilà les possibilités aujourd'hui. Donc, j'espère que ce n'était pas trop compliqué, mais voilà les bases, selon moi. Très bien. Et en ce qui concerne NoCodeDB, pardon, tu en penses quoi? Moi, Oui. je pense que je ne peux pas l'utiliser aujourd'hui. Mais je pense que dès que j'ai quelqu'un dans l'équipe qui connaît ce monde de mettre en place un Heroku, donc mettre en place carrément un serveur où on Mhm. dépose un site web, on dépose une plateforme, un logiciel à l'utilisation d'un projet qui sait gérer, donc qui sait rentrer là le problème que vous avez vu, que c'était déconnecté de la base de données, qui sait rentrer dans le command line Linux du serveur Heroku pour résoudre ce problème-là. OK, mais sinon, pour le moment, je n'ai pas la main dessus, en fait. Je peux creuser l'outil pour voir comment ça marche, mais dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il me faut un codeur ou quelqu'un qui s'y connaît pour m'aider. Donc là, aujourd'hui, je ne peux pas l'utiliser pour les projets. D'accord, très bien. Ce que je peux dire, c'est que du coup, je parle à la place de cette personne qui m'avait donné son avis justement sur NoCodeDB. Donc, il m'avait dit que c'était un outil complet, mais qu'il était terriblement mauvais en UX, mais vraiment terriblement, il pèse ses mots, et qu'on sent que ça a été fait par des ingénieurs qui méprisaient l'UX et que c'était pour lui très dommage. Donc, sur le long terme, il est bien plus expert sur la base Base Row, je crois, qui a fait moins de features, mais qui a des features assez claires. Donc pour lui, NoCodeDB fait la même erreur que TimeTonic et que du coup, Airtable est largement au-dessus du lot. Donc en termes du comparatif, ses propos étaient nettement plus encourageants sur Airtable que sur NoCodeDB. Du coup, à ce moment-là, je pense que Julien, si vous voulez vous présenter et du coup donner votre avis sur ces arguments-là, nous vous écoutons. Bonjour à tous. Je m'appelle Julien Mottet, j'ai 36 ans. Je suis ingénieur et même si je suis ingénieur, ça fait peu de temps que je suis dans le monde de la data, de l'informatique, des données. J'ai longtemps travaillé dans l'agroalimentaire à accompagner des petites entreprises et puis de fil en aiguille, j'ai été amené à en accompagner quelques-unes sur la thématique du numérique. Et de mon côté, j'avais un petit peu creusé Airtable. Puis c'est comme ça que je me suis lancé à accompagner des PME, des petites structures. Et là, ça fait un an que je suis dans ce monde du no-code et très focus sur Airtable, parce que pour moi, la révolution, c'est vraiment ces bases de données un petit peu à la frontière entre les bases de données et les tableurs qui rendent intelligibles ces structures de données qui sont très puissantes et intelligibles à des gens qui ne sont pas des codeurs. Et donc, ça permet à des entreprises non tech de s'émanciper peu à peu de prestataires et de rapprocher les gens qui font les outils et les gens qui les utilisent. Et d'enlever, de bypasser des couches de chefs de projet tech, de chefs de projet dans les prestataires. Et donc, on fait des outils qui collent vraiment aux besoins et qui sont très, très performants
et jusqu'à amener même des équipes métiers à réaliser et à concevoir les outils. Et donc là, c'est là que je vois que le fait qu'on résout vraiment des pains et des frustrations énormes qu'il y a dans les entreprises qui font appel à des équipes des SS2I. Et c'est pour ça que moi, voilà, je suis là-dedans et ça se passe plutôt très bien. Donc moi, je suis focalisé sur Airtable et aussi Integromat, Zapier pour aller connecter ce type d'outils à d'autres outils. C'est ça aussi la puissance. Voilà. J'ai quelques remarques par rapport à ce qui a été dit par Richard. Le projet initial que vous avez réalisé sur Airtable, pour moi, révèle déjà la puissance en termes de collaboration que peut avoir ce type d'outil, parce que historiquement, eh bien voilà, il y avait une personne en charge de la donnée, et puis bon, bah, les gens, quand ils reçoivent de la donnée, ils y pensent ou non à envoyer ces informations à cette personne-là qui est en charge d'agréger. Et puis, finalement, il y a beaucoup de friction, ça prend du temps. Et avec Airtable, déjà, il y a ce concept de single source of truth, c'est-à-dire que l'information elle est à un seul endroit, cette base de données. Et puis, chacun peut apporter sa petite pierre à l'édifice au moment même où il a l'information. C'est-à-dire que, par exemple, dans des entreprises, il y a des équipes sales qui vont rentrer des clients, par exemple, et ils ne vont pas avoir toute l'information vis-à-vis de ces clients. Et ben, ils vont juste mettre le nom du client sans mettre plus d'informations. Ils vont rentrer un enregistrement dans la base de données. Puis ensuite, l'équipe logistique va aller chercher l'information sur ce client vis-à-vis de la logistique et tout ça. Et donc, finalement, peu à peu, l'information va s'enrichir de façon collaborative. Donc, ce point de collaboration, il est très important pour moi. C'est le premier point. Organiser la complexité, effectivement, un fichier Excel, lorsqu'il y a 150 colonnes, c'est compliqué. Enfin, c'est même ingérable. Dans Airtable, on peut tout à fait gérer des tables avec 100 colonnes, puisqu'on peut faire des vues qui filtrent certaines quantités d'informations utilisées par certaines typologies de personnes, et donc c'est totalement gérable. Et puis avec ces logiques de base liées, bah là, en fait, on peut gérer encore plus de complexité. Donc ça, c'est bien. Le côté joli et sympa que je relie à cette logique du X aussi, c'est que la puissance d'Airtable, c'est que pour les concepteurs, les makers, c'est un régal. C'est-à-dire que tout ce que l'on veut faire, ça fonctionne, c'est beau. Tout ce qui intuitivement, tout ce qu'on essaie, qu'on espère intuitivement marcher d'une certaine façon, ça marche de cette certaine façon. L'un des exemples classiques, c'est un truc très puissant, c'est quand on change le type d'une colonne et que ça se comporte de la façon dont on voudrait. Typiquement, on va transférer des fichiers Excel, par exemple, avec une colonne avec des clients, avec le nom de client. Eh ben, il suffit de créer une base, une table client à côté. Et ensuite, cette colonne qui est du texte initialement, eh ben, on la transforme en liaison avec cette nouvelle table qui est des clients. Et automatiquement, on va créer les clients dans cette nouvelle table. Donc, on a créé une table client automatiquement. Donc, c'est un peu technique, mais en tout cas, pour les makers, on va très vite et c'est très efficace. N'hésitez pas à me couper si vous avez des questions, parce que j'ai encore des petites choses à dire. Je ne sais pas si vous voulez m'arrêter ou vous avez des questions Il n'y a déjà pas de là. souci. Ouais, je voulais, donc, peut-être je rebondis sur certains points parce qu'ils étaient très bien dit, donc je voulais juste renforcer avec un exemple aussi. Mais c'est vrai que c'est marrant que là aujourd'hui, quand tu as parlé de fait que presque tu as expliqué comment on est en train de démystifier la base de données en fait. Que la base de données avant, c'était un truc pour les codeurs, pour ceux qui connaissent la structuration de base de données, qui ont étudié ça. Et même pour tout le monde, pour tous nous qui ont joué avec WordPress et qui ont peut-être à un moment essayé de rentrer dans la base de données WordPress MySQL avec le truc, comment ça s'appelle oh, il y a un mot pour ça, la vue où Apache, quelque chose où on peut voir la base de données WordPress. Et c'est hyper difficile à manipuler. On ne peut rien comprendre, en fait. Et entre ça et Airtable, c'est vraiment qu'on a démystifié la base de données à la fois. Et donc ça, je suis entièrement d'accord. C'est hyper étonnant ce qu'on peut faire avec ça. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, justement, j'étais en train de voir comment je peux mettre à jour ma site vitrine pour l'agence web que je détiens.
avec comment dire, des choses que les sociétés clients peuvent comprendre. Donc, comment le no-code peut vous apporter quelque chose en termes d'efficacité, en termes de gagner de revenus. Et un des points qui ressortit beaucoup, c'était les sociétés aujourd'hui ne gèrent pas bien leur base de données clients. Et la base de données clients est précieuse. Et c'est le point le plus précieux de toute la société. Base de données clients. Et en deuxième rang, c'était base de données de connaissances de la société. Et qu'aujourd'hui, soit on ne les a pas, soit c'est sur Excel, comme ça dit, et on a 150 colonnes et on ne sait pas gérer, soit c'est un logiciel qu'on ne connaît pas bien, mais voilà, le data n'est pas bien visualisé, soit c'est Airtable où on a carrément, comme tu dis, une seule source, comme tu as dit, une seule source pour les données. Tout le monde peut collaborer, tout le monde peut ajouter, tout le monde peut voir la même chose et transformer ces données en vue simplement. Donc, ce n'est pas à connecter avec un site web, c'est juste, je vais vous montrer un exemple, c'est pour me vanter un petit peu aussi de mon expérience Airtable, mais attends, hop, tac. Donc, au milieu de ce projet, on avait une personne qui a créé pour nous des plans de cours pour les profs qui étaient les clients finaux de cette appli. Et dans les activités, il y avait des rubriques pour le stagiaire, rubriques pour le prof, c'était en anglais, en français. Et il y avait des choses à corriger, en fait, puisqu'il y avait des fautes, des fois. Voilà. On a écrit plein de choses, donc il y avait des fautes. Donc, j'avais mis un vu, puisque je disais, il faut que quelqu'un corrige. J'ai mis un checkbox corrigé et j'ai mis une vue gallery où j'avais des filtres, genre, quand ce n'est pas corrigé, à valider et cocher, et corriger n'est pas coché. Donc, ça veut dire que toutes les choses qu'on voit là ne sont pas encore corrigées. Donc, la personne qui corrigeait rentrait dans cette vue, corrigeait le texte, et puis cocher en bas, corriger. Et donc, il est disparu, bam, de la vue. Et donc, s'il voyait des cartes là, ça veut dire qu'il y a des choses à corriger. Mais ça, c'est une ligne d'une base de données. Donc, pour moi, c'était vraiment révolutionnaire quand on pourrait résoudre un problème comme ça ou même rendre plus efficace un processus comme ça et aussi rendre ça accessible à quelqu'un qui, quand elle regardait ça, elle disait, bah, je vais jamais, elle disait carrément, je me rappelle de la conversation. Elle a vu ça, elle a dit, bah, je vais jamais arriver à corriger tout ça. Et puis, je lui ai montré ça après. Elle disait, ah oui, ça, pas de souci. Je peux faire ça. Donc, c'était carrément la différence de comment visualiser les données qui faisait la différence. Mais je n'ai pas créé un site web, c'est juste une façon de visualiser les lignes de ces données. Et c'est extraordinaire. Donc, j'adore. Donc, voilà, juste pour renforcer les points que tu as fait, Julien. Désolé, je te laisse reprendre la parole. Alors, j'ai les anciens points et puis j'ai d'autres remarques qui me viennent par rapport à tout ce que tu as fait. Juste pour rebondir, par rapport à la vision des cards, c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise pas beaucoup, mais tu me fais penser quand même que effectivement, pour certaines typologies de personnes, ça peut être moins rebutant que le tableur. Chacun, effectivement, c'est comme les gens qui sont un peu allergiques aux chiffres ou les gens qui sont allergiques au tableau. Finalement, en leur montrant l'information de façon visuelle différemment, ça peut avoir un intérêt. Oui, bon, donc voilà. Qu'est-ce que j'avais à dire? Donc, sur la compétition avec Airtable, alors il y a beaucoup d'entreprises qui se positionnent comme une alternative à Airtable. Je ne sais pas si c'est une bonne stratégie en fait. Parce que les gens qui connaissent Airtable, déjà, s'ils sont déjà rentrés dedans, et ils ont des habitudes liées à Airtable et ils ont un niveau d'exigence en lien avec cet outil-là. Et donc, c'est très compliqué quand on a cette promesse que cette promesse se réalise lorsque les gens vont effectivement rentrer dans votre outil. Donc, je pense que stratégiquement, ce serait peut-être mieux de ne pas se comparer à Airtable et dire je suis un outil alternatif, de montrer des cas d'usage qui fonctionnent bien, quitte à comprendre les cas d'usage sur lesquels Airtable n'est pas bon pour essayer de montrer qu'on peut faire avec son idée. Mais de se positionner comme un alternative à Airtable, ça doit être très bon pour le référencement sur Internet. Donc, effectivement, c'est peut-être pour ça qu'ils le font. Mais après, c'est compliqué d'être à la hauteur, en fait. C'est ça. Par rapport aux concurrents, effectivement, la concurrence s'organise.
Donc, on voit les outils open source qui s'organisent. Il y a des L-Time Tonic, l'alternative française, il y a Baserow, mais il y a aussi il y a des outils qui se connectent à Airtable qui font le pendant. En fait, par exemple, il y a JotForm, qui est un outil de formulaire avancé, mais qui maintenant a ces petits tableaux et ces petites vues aussi pour traiter sa donnée, sa propre donnée. Donc, il y a des gens qui essaient d'aller dessus. Et puis, il y a surtout Google, qui a fait un copycat complet d'Airtable il y a quelques mois avec Tables, qui vient de sortir sa V2 il y a quelques semaines, donc qui est encore très loin d'Airtable, mais ils ont compris qu'il y avait un enjeu fort avec ces bases de données hybrides. Donc, moi, ce que je dis, c'est que ces bases, cette logique-là, elle est là pour rester. Et donc, le temps investi à comprendre comment ça fonctionne, à créer ses premières bases, à connecter ses outils avec des connecteurs, c'est là pour les 20 prochaines années, quoi. C'est un travail, j'invite tout le monde à s'y mettre parce que ça va rester, c'est sûr. Voilà. Donc, alors l'UX, j'en ai parlé, effectivement. Généralement, les concurrents ne sont pas aussi bons qu'Airtable, qui ne sort pas des features tous les jours, mais quand ça sort des features, c'est bien fait. Ça, en fait, c'est ça l'un des points qui est très intéressant, et ça, c'est le DG d'Airtable qui en parlait, c'est que eux, ils veulent créer des micro-features pour les makers pour ouvrir les possibles. Alors que beaucoup d'autres solutions ont cette logique, j'ai des clients qui ont des besoins, allez, on met les features. Et donc, on commence à rentrer, à avoir beaucoup de features, et donc à complexifier l'outil, et donc à alourdir l'UX très clairement. Alors qu'Airtable n'a pas du tout cette logique-là. Voilà, on vous donne des outils, c'est bien fait, maintenant débrouillez-vous pour répondre aux besoins des clients. Donc, c'est vraiment une logique particulière. Qu'est-ce que j'avais à dire par rapport à ce que tu as dit? Oui, alors, les usages, le côté base de données, CRM, effectivement, il y a beaucoup de gens qui gèrent très mal leurs données clients et même, enfin, moi, je sais que notamment chez les clients de type les cabinets d'avocats, des cabinets, voilà, des gens qui sont en interaction en permanence avec leurs clients, ils font confiance à leur tête et le fait est qu'on oublie beaucoup de choses. Donc, le CRM, c'est un peu un besoin récurrent et Airtable gère plutôt très bien ce type d'usage. La base de données de connaissances, alors j'irais plutôt vers Notion pour ce type d'informations. Pourquoi? Parce que c'est des choses qu'il faut lire. Et puis les gens, c'est des choses où ils vont écrire, beaucoup écrire. Et là-dessus, c'est peut-être une petite faiblesse d'Airtable lorsqu'on doit écrire du texte, même s'il y a des plugins pour avoir dans les apps, en traitement de texte où on peut mettre du markdown, c'est pas aussi agréable à utiliser au quotidien que Notion. Donc, moi, je suis plutôt d'avoir une base de connaissances Notion et avoir les datas sur Airtable. C'est plutôt ma vision actuellement des choses. Donc, voilà, par rapport voilà ce que j'avais à dire. Par rapport aux remarques à la présentation que tu as faite et aussi les idées que j'ai eues par rapport à ça, quoi. Je crois que tu as absolument raison par rapport à Notion. C'est vrai que tu as touché un point hyper important qui est que si on regarde, par exemple, là, on est sur Zoom. Et moi, j'ai passé l'année dernière à subir les comparatifs de Zoom avec tous les autres outils parce que j'ai un réseau de formateurs en langue qui me demandaient de faire des formations sur comment utiliser la visioconférence pour former en période confinement. Et il disait tout le temps, mais pourquoi tu dis Zoom tout le temps, Zoom, Zoom, Zoom? Et il y a Google Meet, il y a WebEx, il y a d'autres outils, pourquoi juste Zoom tout le temps? Et je disais, c'est plutôt qu'on voit bien que Zoom s'est créé avec un seul objectif en tête, c'est de faciliter la visioconférence. Et ils ont pas d'autre chose. Le système de chat est pourri, le système d'ajouter tes amis est pourri, le système d'organiser des réunions, c'est pourri. Mais avoir une réunion sur Zoom, c'est hyper facile et tout le monde peut y arriver et peut faire des bonnes réunions. Et Bubble aussi, c'est une solution où tout le monde dit tout le temps, même moi, je suis en train de dire Wappler contre Bubble et Bubble contre Webflow et AppGyver pour nanana. Mais on voit bien que Bubble, c'était conçu à l'époque où il disait juste, on a des clients qui cherchent des partenaires
technologiques parce qu'ils sont des entrepreneurs qui cherchent des partenaires technologiques à développer de l'appli. Pourquoi pas les développer un outil où eux, ils peuvent faire le travail de leur partenaire technique tout seul. Et comme ça, ils prennent en main l'enjeu de créer une appli pour son business et voilà. Ils n'ont pas besoin de donner une part de la société à quelqu'un d'autre. Et Airtable, moi, de mon avis, c'est quelque chose qui a été créé purement à partir de l'idée que les bases de données sont ingérables et incompréhensibles. Donc, on va les rendre compréhensibles, jolies, faciles à manipuler par toute l'équipe. Et comme ça, on peut partager, on peut collaborer, on peut visualiser ces données très facilement. Donc, peut-être qu'ils ne font pas bien le travail de Notion parce que Notion, c'était créé dans la logique, on va rendre les pages d'information hyper lisibles et très simples et clean et jolies pour que tout le monde puisse comprendre et on n'a pas de grosses couleurs partout et des choses qui font comment dire, de la distraction. C'est clean et c'est clair. Donc, tout le monde peut comprendre, en particulier les clients. Et donc, je suis entièrement d'accord avec toi. À chaque problématique, on voit l'outil qui est né de cette problématique. Et on a beaucoup de copycats, mais Google Meet, moi, j'aime bien Google Meet, par exemple, mais quand j'ai un truc important à faire, c'est Zoom. Donc, je fais confiance à l'outil qui a été conçu pour le problème où je suis en train de résoudre, qui est que je veux avoir un visio avec toi et avec Emma. Et donc, je ne vais pas faire confiance à Google Meet, mais si c'est un truc vite fait, je ne sais pas si la personne a téléchargé Zoom ou pas, bon, je vais lui envoyer un Meet parce que c'est vite fait. Il y a moins de fonctionnalités et c'est moins sûr, mais bon. Donc, non, je suis entièrement d'accord avec toi et je crois que Airtable, ça va rester le king parce qu'ils ont beaucoup d'investissements. Donc, en gros, ils vont avoir la communauté qui agrandisse, les plugins et comment dire, les maquettes qui vont se multiplier, les intégrations Integromat, Zapier qui vont se multiplier. Et donc, il n'y a pas d'outil qui peut rattraper le retard parce que, comme je pense que tu as dit, que tu voulais dire, ils n'étaient pas conçus pour résoudre le problème du client, ils étaient conçus à prendre une part de ce marché. Et le point très important, c'est que quand on crée des outils pour les makers, c'est ils ont créé une communauté. Alors ça, on peut se poser la question de comment ils ont fait ça. Effectivement, aux États-Unis, on peut avoir beaucoup d'argent assez facilement, donc on peut vivre à perte et donc prendre le temps de construire une communauté. Mais aujourd'hui, les makers sont fans de cet outil, donc ils créent du contenu. euh, et toutes les structures qui souhaitent faire un outil qui n'ont pas de communauté, ça veut dire qu'il faut qu'ils payent des gens pour faire du contenu, payent des gens pour faire le consulting. Enfin, c'est très, 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 très dur de rattraper le retard. Effectivement, tu parlais de. Maintenant, c'est très bien fondé. Enfin, ils ont encore voilà, levé 300 millions il n'y a pas longtemps. Ils recrutent chez Facebook, chez Google. Ils ont recruté, je crois, le gars qui a monté, je crois, Messenger chez Facebook, l'équipe tech de, je sais plus, de 30 personnes à 1000 personnes. Donc, ils sont sur une logique de recruter des gens qui vont permettre à l'entreprise de scaler très, très fortement. Là, je sais plus, ils doivent être quelques centaines. Et l'idée, voilà, leur ambition, c'est d'être le Salesforce des PME. Donc, ils sont sur une bonne dynamique. Après, si on devait dire des choses un peu négatives sur l'outil, il y a quand même certaines choses à dire. Alors, typiquement, on en parlait avant dans le début du live. Par exemple, il faut faire attention lorsqu'on commence à se créer des comptes parce que on peut rapidement, sans faire attention, par exemple, avoir une facture très, très importante. Donc, lorsque vous êtes en format gratuit, ne créez pas 50 comptes avant de passer au format payant parce que vous allez avoir des surprises lorsque vous allez passer au format payant. Généralement, commencez à gérer avec très peu de comptes. Et puis, et un jour, vous avez vraiment besoin de créer plusieurs comptes, regardez bien comment ça fonctionne avant de les générer. Donc, ça, c'est un point à faire. C'est un peu. Je pense qu'il pourrait y avoir plus de protection des utilisateurs des comptes là-dessus. Il y a le problème de la limite des records. Aujourd'hui, on parle de base de données, mais pour un informaticien, 50 000 records, ça fait rapidement rigoler. Donc, effectivement, et des boîtes qui sont très performantes et qui scale très rapidement, elles vont atteindre ces 50 000 records. Donc, il y a pas mal de gens qui gèrent en faisant des archives régulières tous les 6 mois, par exemple. Mais pour moi, il faut que ça aille plus loin. Je sais que, par exemple, l'outil List de Microsoft a un système assez intéressant, assez ingénieux, je trouve,
où ils permettent d'avoir 3 millions de lignes dans la base, mais de n'afficher que 5 000. Je trouve ça très intéressant et j'espère qu'Airtable va aller vers cette logique-là d'avoir des plafonds beaucoup plus importants pour gérer beaucoup de data, quitte à nous restreindre sur les vues. Parce que de toute façon, 5 000 records dans une vue, de toute façon, ça suffit, quoi. Donc, il y a cette logique de record et puis il y a cet aspect RGPD, effectivement, qui est bloquant en France. Et donc, il faut que ça avance là-dessus, effectivement, pour qu'on puisse déployer plus fortement. Et puis qu'il y ait une traduction en français aussi, parce que ça aussi, c'est bloquant. En France, on n'est pas non plus des stars de l'anglais. Et ça peut être bloquant notamment pour des équipes métiers où il peut y avoir des gens sur le terrain et des opérateurs qui n'ont pas tous fait de l'anglais à l'école ou une école d'ingénieur. Bah, même s'il y a quelques termes, ces termes, s'ils sont en anglais, ça peut freiner les usages. Donc, voilà, si j'avais 2-3 petites remarques à faire et 2-3 petites attentes, ce serait celle-ci actuellement. Mais au-delà de ça, tous les clients chez qui on déploie Airtable sont vraiment ravis. Il y a un enthousiasme, on réenchante le numérique dans les entreprises qui avaient été frustrées par des gros Salesforce ou des Excel de partout avec des versions dispersées dans l'entreprise. On réenchante et donc ça permet ça remet une dynamique. Les gens sont très proactifs par rapport aux outils et ça fait plaisir à voir, quoi. Tu touches à un point important que j'ai lu aussi, qu'un problème aujourd'hui avec le numérique et la numérisation dans les sociétés, c'est qu'on a des silos. Donc, avec moi, je n'ai pas expérimenté parce que on n'est pas encore au stade où on a des sociétés parmi nos clients, des grosses sociétés qui se numérisent, mais j'aimerais bien. Et je vois qu'il y a des sociétés qui ont des silos. Donc, le RH, ils ont leur façon de faire leur Excel et les commerciaux, ils ont peut-être Google Sheets et un autre service, ils ont une autre forme de base de données et chaque silo a sa façon de faire les choses. Et donc là, à Airtable, on peut tous réunir et avoir un seul source de données pour toute la société, quoi. Donc, c'est assez énorme quand on pense à une société de grande taille, quoi. Et pour moi, dans une PME, la personne qui doit gérer le Airtable, finalement, ça devrait être, au moins au début, le DG, en fait. Parce que Airtable, c'est les process. C'est la matérialisation des process. Et qui est-ce qui définit les process d'une boîte, au moins au début? Qui est-ce qui définit l'organisation et comment le travail se passe? C'est le DG. Donc, soit il va le faire lui-même parce qu'il est débrouillard, il a une culture tech et donc il va pouvoir structurer ça. Soit il va se faire accompagner un petit peu pour monter la structure et puis ensuite il va la comprendre et il va la maîtriser. Mais c'est un fait que dans les PME, il faut un investissement très fort du DG parce que c'est lui qui a la connaissance et qui. Mais en retour, il a un bon retour sur investissement parce qu'il a une vision globale, temps réel de tout ce qui se passe dans sa boîte. Donc pour lui, c'est aussi jouissif de voir ce qui se passe, quoi. C'est un gros challenge que tu es en train de. Parce que je voulais dire tout à l'heure, en fait, moi, je suis le cordonnier le plus mal chaussé. Je me suis rendu compte aujourd'hui parce que ma base client, c'est zéro. Moi, la base client, c'est là, en fait. Et je suis un des pires. J'ai vraiment rien au niveau de comment partager les clients. J'ai commencé un Airtable, je ne l'ai jamais fini. Il n'y a pas des coordonnées des clients, il n'y a pas des dernières étapes. Donc, si moi, comme DG d'une toute petite structure, tu me demandais de faire ça, c'est juste pas le temps. Et donc, c'est un gros défi, mais je comprends tout à fait. Tu as raison. Tu as raison, mais en même temps, j'aimerais voir comment on peut convaincre les DG ou même permettre aux DG d'avoir le temps de faire ça, peut-être à travers la Alors, formation. Hein, mais... ce qui peut se passer, c'est que il faut souvent un coup de pouce. Donc, tu peux recruter quelqu'un qui va. Tu peux, toi, maîtriser mais ne pas avoir le temps et recruter quelqu'un qui va bosser 1 semaine, 2 semaines avec toi pour mettre en place la structure, transférer les datas et initier les process. Mais comme tu disais, après, je ne sais pas si toi, tu es l'équipe commerciale ou si tu as une personne qui s'occupe un peu du commerce, mais c'est là où cette logique de collaboration peut se mettre en place et où finalement, toi, tu peux rentrer des clients à mesure qui te viennent en tête. Et puis, tu vas demander à quelqu'un de renseigner les autres types d'informations. Ou alors, dès que tu as un client, tu as un petit formulaire pour entrer les interactions que tu as avec eux. Et puis, tu as une autre personne qui va retraiter ça et puis appeler les gens qu'il faut vraiment appeler. Enfin, mais
c'est quand même une culture du process parce que dedans, voilà, c'est les workflows, l'information doit aller à telle personne quand il se passe ça. Et c'est du process partout, en fait. C'est de la donnée du process qui se mélange parce que les process, c'est généralement une personne qui va avoir des inputs en termes informationnels, qui va la traiter et qui va faire des outputs certains autres. Et donc, la base de données est là pour lui apporter l'information dont il a besoin et lui apporter les cases dans lesquelles il va rentrer l'information qu'il va fournir. Ou le bouton sur lequel il va appuyer pour générer la facture, le devis, ou envoyer l'email qu'il a envoyé, ou des choses comme ça. Ouais. Je crois que c'est sûr que moi, je peux imaginer facilement. Je crois que d'où l'intérêt les consultants en Airtable comme toi, ou les consultants en Notion, ou les consultants en tous les outils dont on parle aujourd'hui. En consultant, ça peut venir dans ma boîte et je peux consacrer une journée à une personne. Je peux dire, OK, je ne travaille pas ce jour-là, je vais donner mon temps au consultant. Je réunis tous les intervenants de ma société. On écoute cette personne parce qu'il va nous proposer pour notre boîte quel est le meilleur. Moi, je vais donner mon mot final pour dire, je suis d'accord avec lui, il faut qu'on rentre des clients comme ça. Toi, tu es responsable de rentrer des coordonnées. Moi, je vais commencer à saisir, mais toi, tu finis. Donc, moi, toute seule, je ne serais pas capable. J'aurais besoin, et je sais que pour Notion, j'aimerais vraiment bien le mettre en place pour notre société, mais je ne pourrais jamais faire sans consultant. Donc, il faut, je crois vraiment faire le recours à un consultant. C'est un investissement qui va prendre une journée, qui va prendre un peu d'argent, mais comparé à moi qui essaie de faire toute seule, je vais juste pas y arriver et je vais faire la moitié du travail et puis le laisser de côté et puis c'est du temps perdu et de l'argent perdu. Donc, voilà, je sais que pour mon cas, j'aurais besoin de quelqu'un comme toi de mettre Airtable en place pour notre société. Tu parles d'une journée. Ce qui se passe, c'est que ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a plusieurs phases. Et c'est un avantage d'Airtable, c'est qu'on va très vite, effectivement, pour faire les choses. Donc, en une journée, on peut mettre en place, on va dire, une structure. Mais ça ne marche jamais du premier coup. C'est-à-dire que il faut au moins itérer 2 fois, j'allais dire, pour être smooth au niveau du process, parce qu'on met en place, les gens commencent à utiliser, ça va pas, je ne comprends pas, on itère, et donc il faut avoir. Je pense que pour n'importe quelle structure qui se fait accompagner une semaine, c'est les 3-4 jours, c'est le minimum pour arriver à, on va dire, un régime stationnaire où c'est opérationnel, ça roule. Tu vois parce que les boîtes, alors on pourrait avoir un truc à minima, c'est-à-dire juste une base de données, les clients et puis juste les interactions où les gens rentrent de l'information. Mais il y a toujours ce côté, bon, allez-y, commencez à le faire. Et puis, quand les gens commencent à le faire, il y a toujours un peu de friction et il faut des itérations. Et c'est tout le problème des gros projets ici, où on fait des cahiers des charges de 150 pages et puis ensuite on livre au bout de 6 mois ou 1 an. Et puis finalement, après, ça ne répond pas aux besoins. Ça ne marche pas comme ça. Donc, il faut itérer au moins. Voilà, Et je le dis aux clients, moi je suis clair, hein, quand on travaille une semaine ensemble, je leur dis si c'est pour travailler une semaine ensemble, limite, j'ai pas envie, quoi. Parce que ça va pas, ça suffira pas. Et donc, en gros, il faut se dire, bon, il y a une semaine où on fait le premier bloc et puis ça va vivre. Donc, c'est plutôt une logique de se dire, il faut se dire, bon, je vais mettre, je sais pas, 500 euros par mois, je vais m'allouer un budget pour faire évoluer mon outil parce que de toute façon, les besoins évoluent aussi avec la vie de la boîte. Et donc, il faut être en capacité de faire évoluer aussi les outils régulièrement. C'est un peu comme au marketing. Faire du marketing un mois, ça ne sert à rien, hein. Une stratégie de contenu sur LinkedIn pendant un mois et puis après s'arrêter, ça ne sert à rien. Donc, il faut avoir vraiment cette logique de long terme, se dire, je suis prêt à mettre telle somme. Elle est petite, ce sera peut-être 2 heures par mois, mais en 2 heures, on fait quand même des choses dans la table. Et donc, je vais me prendre un consultant 2 heures par mois pour faire évoluer ma base, qui est petite, mais qui m'aide et qui me permet quand même de bien travailler. Non, c'est bien que tu donnes des exemples. Et ça je crois qu'on donne des vrais exemples. S'il y a quelqu'un qui regarde qui pense à Airtable pour sa société, il faut avoir de vrais concrets exemples de comment on peut le mettre en place parce que sinon, si on est tout seul, on va peut-être pas arriver. Donc, c'est parfait. Je crois qu'il faut qu'on s'arrête. Là, Emma, non? Ouais, c'était en tout cas un superbe échange.
voilà, on n'aime pas faire des podcasts trop longs parce que je sais que je regarde jamais jusqu'à la fin. Donc, on essaie de garder ça court. Mais je crois que c'était un super point pour finir. Dire voilà comment on peut engager quelqu'un pour vraiment mettre Airtable en place correctement, quoi. Ok, ben, super en tout cas. Et ben, merci à vous de nous avoir partagé vos points de vue sur NoCodeDB et Airtable. Et on se retrouve pour un prochain podcast. Merci à tous. Merci beaucoup, Merci, Julien. Richard, aussi, Emma. À la Merci prochaine. Merci, beaucoup, Emma. Julien. Merci, Salut, bonne Richard. soirée tout le monde. Bonne soirée. Salut.